Bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur Dia. Bonjour, Morning, monsieur everyone. Joseph. Bonjour, Gisèle. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire de ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue. Oui, bonjour à tout le monde aussi. Bonjour Sorel, bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous sommes encore en train de donner quelques minutes, le temps que les retardataires puissent nous... Bonjour à tous. J'ai demandé à l'autre là de se connecter. Je crois que il va chercher à se connecter. Oui, oui. D'accord. Bonjour Hélène, bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire de ce jour. Pas de problème. Sorel, il est là, mais on est en tant que spectateur. Je le vois En tant que connecté, mais il est en spectateur, tant que... Voilà. oui, je vois, Raymond Basile, Raymond bienvenue. Basile. Oui, pourtant, il a Voilà. reçu le lien de panéliste. Le lien de Je lui ai dit panéliste. de cliquer dessus, mais on dirait peut-être qu'il ne maîtrise pas. Monsieur Je lui ai Raymond, dit de cliquer sur le lien. oui, il doit cliquer dessus. J'espère que l'interprétation marche. Allô? Oui, allô, c'est bon? Vous n'avez toujours pas assigné les interprètes. Nous ne pouvons pas travailler sans être dans des cabines. Vanessa, ok. Vanessa est connectée. Pardon. Mais Vanessa, s'il te plaît. S'il vous plaît, nous vous prions de patienter encore 2 minutes. On a des petits soucis techniques d'interprétation. Assis, Vanessa, s'il te plaît. Nous allons débuter dans 2 minutes. Merci. Ok. Sorel, Oui, Gisèle. Oui. pardon, il faut faire directement pour lui dire d'être panéliste. Et puis il va répondre OK là-bas. Parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans son mail. D'accord. Directement, tu lui fais, puis il va répondre OK pour être panéliste. D'accord, je vérifie ça. Ok, je viens de le faire moi-même personnellement. Ça veut dire que c'est qu'il est maintenant dans les parties. D'accord, j'espère que c'est bon pour l'interprétation, Vanessa. Vanessa, tu peux nous confirmer que c'est déjà OK pour l'interprétation? C'est bon? OK. Donc, je peux déjà demander à tous les participants qui sont connectés de se présenter dans le chat en donnant le nom de leur organisation, leur propre nom, le nom de leur pays, dans la boîte, dans la section discussion. Nous allons commencer dans exactement 1 minute, donc à 11h08, nous allons dire.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre première session de l'année 2025 du CS4Me, Malaria Civil Society Coffee Talk. Donc, je suis Sorel Dufo, programme officer à Impact Santé Afrique, qui assure le secrétariat de CS4Me depuis le Cameroun à Yaoundé. Et j'ai ainsi l'honneur de modérer ces webinaires. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce jour, nous allons donner quelques règles utiles pour la bonne tenue de notre webinaire. Donc, nous vous prions de fermer votre micro et ne l'ouvrez que si vous avez la parole ou si vous voulez parler. Et le webinaire est traduit simultanément en français et en anglais. Choisissez votre langue en cliquant sur l'image en forme de bloc et entrez dans la langue en français ou en anglais en coupant le canal original. Dès que vous entrez dans le webinaire, confirmez votre participation en saisissant votre nom, le nom de votre organisation et votre pays dans la section discussion. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans la section Q&A. Et le webinaire est enregistré, donc en restant connecté, vous nous donnez déjà votre accord d'être enregistré. Donc, si contre, vous avez quelques images illustratives. Maintenant, nous allons vous présenter la proposition d'agenda de notre webinaire de ce jour. Donc, l'agenda prévoit l'intervention de 4 panélistes venant de 4 pays, membres de CS4Me, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria, qui interviendront pour partager chacun à tour de rôle durant une dizaine de minutes leur expérience et les défis rencontrés dans la lutte contre le paludisme dans un contexte d'arrêt des interventions clés de lutte contre le paludisme. Donc, entre les différentes présentations, nous avons 2 phases de discussion et échange. Pour le mot d'ouverture, déjà, je vais introduire Fidèle Bemadoum, que vous connaissez déjà très bien, pour donner le mot d'ouverture de ce webinaire. Donc, c'est l'un des pionniers de CS4Me. Il est Senior Civil Society Engagement Program Assistant au sein de CS4Me. Et depuis plusieurs années, il travaille sans relâche avec beaucoup de dévouement pour que les membres CS4Me puissent renforcer leurs capacités dans le domaine de la lutte contre le paludisme, puissent avoir les outils nécessaires pour mener à bien les différentes interventions communautaires de lutte contre le paludisme. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Fidèle Bemadoum pour le mot d'ouverture de ce webinaire. S'il te plaît, Fidèle, à toi la parole. Merci. Allô, Fidèle? Constate que Fidèle n'est pas connecté ou il a un souci de connexion. Pour gagner en temps, je pense que OK, Fidèle, j'étais en train de te donner la parole pour le mot d'ouverture. À toi la parole, s'il te plaît. Que les différentes interventions. Donc, Fidèle Bemadoum a certainement un souci de connexion. Donc, je vais passer, pour gagner en temps, on va passer à la présentation du premier panéliste.
qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Donc, il s'appelle Monsieur Kei Raymond Basile. Il vient de la plateforme en Côte d'Ivoire et il va il va faire une présentation sur l'impact du gel de financement, du gel de financement américain dans les actions de lutte contre le paludisme. Monsieur Kei, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô, Gisèle? Oui, Allô? Oui, je ne sais oui, pas je suis si là. Monsieur Kei a un souci de connexion parce que là, nous lui avons déjà donné la parole pour sa présentation. Il n'arrive pas. Pardon? Basile, Kei Basile, tu n'arrives pas à te connecter? Oui, je vois, il est déjà parmi il est connecté, il est parmi les panélistes. Oui, les panélistes, je le vois, je ne sais pas pourquoi. Attendez, Oui. je l'appelle, si on ne peut pas, je vais commencer. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Je pense ce matin, nous avons quelques soucis de connexion. Sûrement, M. Basile a un souci de connexion. Étant donné les contraintes d'agenda du docteur Moutanga Dia, je pense que si lui, il n'a pas de souci de connexion actuellement à son niveau, on peut directement lui passer la parole pour sa présentation. Docteur Dia, je ne sais pas si c'est possible que vous puissiez faire votre présentation maintenant. Oui, je suis prêt pour commencer. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va passer la parole au docteur Ndia, qui est le coordonnateur des programmes de l'OSC ECOS au Sénégal. Donc, c'est dans son palmarès, il cumule déjà plusieurs années d'expérience dans la lutte contre le paludisme. Et malgré son agenda chargé, il nous a ainsi fait l'honneur d'être parmi nous ce jour afin de présenter les perturbations qu'a subi son organisation dans un contexte d'arrêt brusque des financements. Docteur Moutanga, vous avez la parole. Donc, Merci, je vais Sarah. partager directement mon écran à mon niveau pour votre présentation. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour depuis le Sénégal. Et comme Sorel l'a dit, je dirige une organisation qui s'appelle ECOS, Environnement, Communauté, Santé et Sécurité, basée au Sénégal. Et nous sommes membres de CS4MI et nous mettons en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme, mais également nous travaillons dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et la tuberculose. Et donc, dans le cadre de ces webinaires, nous avait été demandé de partager le vécu que nous avons de l'arrêt brutal de la subvention de l'USAID. Donc, le plan de présentation, vous pouvez passer à la diapo suivante. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je vous entends, oui. OK. Voilà. D'accord. Le contenu du plan de présentation, nous allons un peu camper le contexte du paludisme au Sénégal et présenter brièvement le projet financé par l'USAID. Il s'agit de deux projets, l'un financé par l'USAID à travers le projet Santé urbaine qui était dirigé par l'ONG PAF, PAF. Et maintenant, il y a un autre projet qu'on aurait dû entamer en avril. Celui-là, c'est ce financement PMI, effectivement. Nous devions le mettre en œuvre en consortium avec deux autres ONG. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour le contexte de la lutte contre le paludisme au Sénégal, en référence au plan stratégique actuel 2021-2025 qui a été révisé, actualisé en 2023, en septembre 2023 et début 2024. Donc, ce contexte est marqué par un plan d'accélération du contrôle du paludisme dans les zones de forte incidence, c'est-à-dire les zones sud. Nous verrons tout à l'heure avec la carte. Et l'amélioration de la gestion de proximité du paludisme, notamment l'engagement communautaire.
et l'adaptation des stratégies de lutte contre le paludisme aux différents faciès. Et avec la carte, nous allons voir qu'il y a 3 couleurs que nous avons symbolisées pour marquer l'incidence du paludisme dans les différentes régions du pays. Et c'est tout ceci dans le contexte de mise en œuvre du 7e cycle de subvention du Fonds mondial, mais également du financement du PMI. Diapositive. Et les défis de la lutte contre le paludisme au Sénégal se posent ainsi. Et nous avons un défi d'inciter l'État à augmenter la contribution. Je ne sais pas si on aura le temps de passer une interview que j'avais faite le 23 décembre, 2024, c'est-à-dire un mois avant l'arrivée de la nouvelle administration américaine, donc un mois avant l'arrêt des financements. Dans cette interview, j'insistais sur le fait que le Sénégal avait tendance à laisser aux partenaires étrangers la fourniture des moustiquaires. Les moustiquaires de campagne sont achetés par le Fonds mondial et les moustiquaires de la routine sont fournis par le PMI. Et donc, j'attirais donc l'attention sur cette vulnérabilité que nous avions et malheureusement, l'histoire récente m'a donné raison. Un mois après, il y a eu cet arrêt brutal qui fragilise le programme. Mais également la mobilisation de tous les acteurs autour des objectifs du programme de lutte contre le paludisme, le secteur privé, les ONG, les organisations communautaires de base, les mécènes, les guérisseurs traditionnels. Donc, vraiment, tous les acteurs qui doivent être impliqués. On a le défi donc de les enrôler dans la lutte contre le paludisme. La gestion des cas de paludisme dans les structures privées également constitue également un défi que nous devons relever. Et enfin, la couverture des populations à risque dans des zones difficiles. C'est justement le projet que nous mettions en œuvre et qui a connu l'arrêt brutal. C'était en zone inondable, donc des zones où les populations sont à risque. Diapositive. Voilà donc une carte qui illustre la situation du paludisme au Sénégal, marquée par une zone de préélimination au nord, la zone verte, avec moins de 5 cas de paludisme pour 100 000 habitants, pour 1000 habitants, moins de 5 cas pour 1000 habitants. Donc, dans toutes les zones nord, il s'agit de 3 régions principalement, région de Matam, région de Saint-Louis et région de Louga. Donc, c'est dans les régions nord. C'est là où même, justement, le deuxième projet que nous devions commencer en avril et sur financement PMI devait nous permettre de mettre en œuvre des interventions d'élimination du paludisme. Dans la zone centre, il y a des zones un peu moins vertes, avec 5 à 50 cas pour 1000 habitants, et des zones jaunes, des districts jaunes, où on note 100 à 250 cas pour 1000 habitants. Et au sud-est notamment, il y a 3 régions qu'on appelle KKT, on abrège par les initiales des régions, région de Kolda, région de Kédougou et la région de Tamba. Donc ces 3 régions vraiment concentrent l'essentiel de la morbidité et de la mortalité palustre. Donc c'est ce qu'on appelle des zones rouges. Donc voilà comment s'établit le faciès du paludisme au Sénégal. Diapositive. Évidemment, ces données datent un peu de 2021, et parce qu'on a connu quand même des difficultés avec une partie du personnel de santé qui, lors de leur grève, font ce qu'on appelle la rétention des données. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas eu des données récentes. Bon, heureusement que cette contrainte a été levée depuis 2 mois maintenant et qu'ils sont en train de saisir les données. Ils les avaient collectées, mais ils ne les transmettaient pas. Ils sont en train de mettre à jour le système. Donc, si je viens à la présentation du projet financé par l'USAID qui était en cours, ce projet s'intitulait « Résilience et adaptation de la lutte contre le paludisme en zone inondable dans la banlieue de Dakar » et concernait 2 districts sanitaires, le district de Kermassar et le district de Yeumbeul, qui sont des districts sanitaires très peuplés.
Et l'intervention de notre organisation ECOS visait à accompagner les populations vivant dans les zones inondables, et des zones d'accès difficiles, et les encourager à adopter des comportements résilients face au paludisme. Et nous mettions l'accent sur la communication pour le changement social et comportemental et à travers une stratégie de contractualisation avec des réseaux d'acteurs communautaires. Autour de chaque structure de santé dans la banlieue, mais dans la plupart des structures de santé, il y a des acteurs communautaires qui sont organisés en réseau. Et nous signons des contrats avec eux et ces acteurs-là ont à charge de mener des activités de sensibilisation, des visites à domicile, etc. Donc, toutes les interventions à base communautaire. Donc, le principe donc, de ce projet-là, c'était donc de nouer un partenariat avec ces acteurs communautaires, mais également de travailler étroitement avec les collectivités territoriales, les maires qui ont la responsabilité au niveau local de s'occuper de la santé des populations. Donc, au Sénégal, on dit que la santé est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Et ce projet donc de résilience et d'adaptation de la lutte contre le paludisme, c'était un projet d'innovation. Donc, c'est dans le cadre d'un grand programme de santé urbaine et c'était une subvention à l'innovation. Et les deux stratégies que nous avions mis en exergue, c'était l'utilisation de l'outil Malaria Matchbox pour une démarche qui permet d'identifier et d'accompagner les groupes vulnérables, les populations les moins desservies, et donc tous ceux qui sont confrontés à des difficultés liées au genre, aux droits humains. Mais également le CLM que nous avions eu le plaisir d'avoir pris connaissance avec CS4Me. Nous voulions donc également étendre l'utilisation de ce CLM. Il y avait une expérience déjà en cours au niveau du district de Kermassar avec le comité de suivi dont nous sommes membres, mais nous voulions l'extendre et l'amener également au niveau de l'autre district sanitaire, le district de Yeumbeul. Diapositive, s'il vous plaît. Donc ça, c'était le premier projet qui était en cours. Et c'est vraiment en pleine période d'exécution. Moi, j'étais en séminaire même de formation avec des acteurs communautaires sur paludisme et grossesse quand on m'a appelé pour me dire que la décision, une décision vient de tomber avec le partenaire qu'il fallait arrêter les interventions. Maintenant, l'autre projet qui devait commencer en avril et qui devait être financé par PMI, c'était un projet qui s'intitule Projet d'approche locale et communautaire vers l'élimination du paludisme dans les 3 régions nord du Sénégal. Et ce projet devait être mis en œuvre par un consortium de 3 organisations. Le leader, c'était Enda Santé, mais il y avait notre organisation aussi, ECOS, mais aussi une organisation, une ONG américaine, ça s'appelle PAF Masepa. Masepa, c'est l'équipe malaria de l'ONG PAF. Et le but de l'activité d'élimination du paludisme était de faire progresser le Sénégal vers donc, son objectif d'élimination d'ici 2030. Donc, dans les régions de Matam, de Louga, de Saint-Louis, il s'agit à travers donc, les objectifs spécifiques suivants. C'était d'assurer la détection, le traitement et l'investigation des cas de paludisme conformément aux exigences d'élimination dans les établissements de santé publics et privés et les sites de soins communautaires. Deuxième objectif spécifique, assurer une surveillance et une réponse intégrée sur le plan clinique, biologique, entomologique et environnemental dans les districts éligibles, donc les districts des régions nord. Et enfin, assurer le suivi communautaire des activités d'élimination dans les districts. Donc, il y avait vraiment tout un dispositif à mettre en place avec des acteurs communautaires pour la détection précoce des cas et leur prise en charge. Diapositive. Maintenant, les conséquences de l'arrêt brutal des financements. Donc, cet arrêt brutal dans la mise en œuvre a été un coup de massue pour tous les acteurs de la lutte contre le paludisme et du système de santé en général. La perte de ressources déjà investies constitue un gâchis préjudiciable au système de santé. Pour le second projet dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet d'élimination, nous avions déjà engagé même des ressources, fait des missions
de prospection et de co-construction avec les communautés. Et nous attendions même à être remboursés au début du projet, mais malheureusement, tout cela est mis entre parenthèses. Et le risque, c'est la démotivation des acteurs mobilisés, et pour la pérennité des interventions. Le contexte mondial défavorable n'offre pas à court terme des alternatives solides à même de combler les gaps. Donc, pour le moment, pour ce projet-là, vraiment, tout est à l'arrêt. Diapositive. Donc, comme stratégie, pour le moment, nous avons la difficulté majeure même, c'est le manque de communication, parce que ces organisations avec lesquelles nous avions un partenariat, les organisations américaines, nous disent qu'on leur a demandé de ne pas communiquer, de ne pas écrire de mail. Donc, le manque de communication crée une incertitude et tout cela aggrave l'incompréhension des acteurs et des bénéficiaires. Bon, il y a peu d'alternatives à court terme, comme j'ai dit. Nous nous sommes contentés de produire les rapports, de mise en œuvre là où nous en étions. Donc, cette stratégie du wait and see, on nous avait dit pour 90 jours. Pour le moment, on n'a pas encore de nouvelles. Et donc, vraiment, vivement le financement domestique des interventions essentielles. Donc, vraiment, notre souhait, c'est que le pays puisse mobiliser ses propres ressources pour que les interventions essentielles puissent être sécurisées pour que des situations pareilles ne nous reviennent pas. Voilà, je pense que c'est le dernier slide. Là, donc, pour la conclusion, oui, dernier slide, s'il vous plaît. Je disais que j'avais fait une interview avec une radio privée, la première radio privée du Sénégal, qui s'appelle Sud FM. C'était le 24 décembre, et où j'attirais vraiment l'attention des autorités sur la vulnérabilité du programme de lutte contre le paludisme du pays, notamment en ce qui concerne les moustiquaires. Jusqu'ici, c'est le Fonds mondial qui achète les moustiquaires de campagne, avec parfois d'autres partenaires. Il est arrivé que l'OMVS également, qui est une organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, dans le cadre des programmes d'atténuation, ait acheté des moustiquaires pour les 5 régions nord du bassin, les 5 régions du bassin du fleuve Sénégal. La BID également, mais tout ça, c'est prêt à l'État du Sénégal. Mais les moustiquaires de routine aussi sont fournis par PMI. Donc, de souligner donc la nécessité vraiment de développer le financement domestique. Voilà l'économie de la présentation que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Je suis disponible pour des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr. Ndia, pour cette brillante et excellente présentation qui nous a vraiment édifié sur l'impact du gel de financement américain dans la lutte contre le paludisme au Sénégal, plus précisément dans notre OSC ICOS. Nous sommes vraiment ravis et nous avons énormément appris de ce partage d'expérience, comme quoi si vous n'avez pas encore saisi une opportunité, ne dites pas au préalable que vous l'avez déjà. Vous voyez un peu. Donc, je suis déjà dans des dictons. Donc, vraiment, ça nous met encore la puce à l'oreille par rapport vraiment aux conséquences de ce gel brusque de financement dans la lutte contre les 3 maladies. Donc, nous avons pu constater qu'un financement que vous étiez même déjà presque sûr d'avoir suite à l'arrêt brusque de financement, cela a été interrompu et des interventions qui étaient censées être menées sur le terrain n'ont pas pu être menées en faveur des populations vulnérables au paludisme. C'est vraiment dommage et c'est vraiment triste pour ces populations vulnérables qui continuent à mourir chaque jour de suite de paludisme et bien d'autres choses. Donc, nous vous remercions encore énormément pour cette brillante et excellente présentation. Et nous profitons encore une fois de plus pour vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé, malgré votre agenda très chargé,
pour pouvoir venir partager votre expérience, votre témoignage suite à la situation d'arrêt des financements de financement américain dans la lutte contre le paludisme spécifiquement. Donc, je vous remercie encore une fois de plus. Donc, sans plus tarder, je vais redonner la parole à Monsieur Kei, s'il est déjà avec nous, si sa connexion est déjà rétablie, afin qu'il puisse également partager l'expérience de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la plateforme concernant le jet de financement américain dans les activités de lutte contre le paludisme. Monsieur Kei, je ne sais pas si vous nous entendez déjà, si la connexion est déjà assez rétablie de votre côté. Ton micro est ouvert, je crois. Oui, je Ok. vous entends bien. Oui, monsieur Kei, à vous la parole, merci. Bonjour, messieurs, mesdames. Kei Raymond Basile. Alors, je voudrais vous saluer déjà. Moi, je suis Kei Raymond Basile du réseau des organisateurs de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, ROPSI. Et je voudrais donc encore remercier l'intervenant de tout à l'heure, notre camarade du Sénégal. Alors, je vais demander comme ça de pouvoir lancer les diapos concernant donc mon intervention. Alors, diapo, je vais vous donner un aperçu de ce que Est-ce qu'on peut voir la diapo? Voilà, la diapo est déjà là. Et donc, dans cette présentation, je vais parler du contexte du paludisme en Côte d'Ivoire. Je vais ensuite vous donner la présentation du projet, le projet dénommé Stop Gekwadio, et vous donner les conséquences de l'arrêt des financements américains, vous donner les stratégies et mesures adoptées, les perspectives et les prochaines étapes, et enfin venir à la conclusion. Alors, diapo. S'il vous plaît, diapo. Diapo. La diapo suivante. Sorel. La diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo, diapo. Voilà. Alors, et donc, parlons du contexte. Parmi les raisons, l'enquête démographique de la santé en 2021 en Côte d'Ivoire a révélé une faible utilisation des services de santé antipaludiques par la population. Le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides était seulement de 59% pour les enfants de moins de 5 ans et 64% pour les femmes enceintes. Et ajouté à cela, seulement 35% des femmes enceintes ont reçu au moins 3 doses de traitement TPI pendant la grossesse. Ces résultats sont largement, comme vous pouvez le constater, inférieurs à l'objectif 80% qui était fixé par l'OMS pour ces deux indicateurs. Diapo. Alors, il y était donc parmi les raisons évoquées de cette faible utilisation des services des moyens de lutte contre le paludisme, il figurait donc en bonne place les barrières socioculturelles. Et comme réponse à cette réalité, le Programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le PNLP, et ses partenaires ont adopté le plan stratégique national de communication pour la lutte contre le paludisme 2021-2025, qui a été révisé et qui inscrit la mobilisation communautaire avec l'engagement des rois et chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes dans la lutte contre le paludisme comme axe prioritaire de la communication pour le changement social et comportemental. Diapo. Alors, donc, à partir de ce contexte-là, on va vous donner donc la présentation
de ce qui est ressorti comme projet pour pouvoir donc pallier à ce déficit de communication pour le changement social et comportemental. Et donc, je vais vous parler du projet ROPSI Stop Djekwayo avec vos partenaires techniques et financiers. Non, non, revenez. Vous avancez avant moi. Vous avancez avant moi. J'étais sur le diapo. Voilà. Donc, restez là. Je vais continuer. Et donc, ce projet ROPSI Stop Djekwayo et donc, un accord, une activité de prestation de services qui vise à atteindre les objectifs de l'USAID Côte d'Ivoire, PMI, ainsi que ceux énoncés dans le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2021-2025 pour la prévention et le traitement du paludisme. Un an après donc le début de la mise en œuvre et sur la base des résultats, une consultation menée par PMI et le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, en février 2022, avec les organisations de la société civile, le PNLP et le PMI donc, ont convenu de l'augmentation de la participation de la société civile à la lutte contre le paludisme. Et donc, cela ajoutera une valeur à la stratégie nationale et renforcer le plaidoyer pour le contrôle et l'élimination du paludisme. Diapo. Diapo. Sorel. Est-ce que M. Sorel, vous m'entendez? Voilà. C'est un souci de connexion. Ok, merci. Et donc, ok, merci Sorel. Donc, il est convenu, il est après donc nécessaire d'ajouter un quatrième objectif aux trois prévus dans la description initiale du programme, c'est-à-dire le renforcement de la participation et le partenariat de la société civile pour la lutte contre le paludisme et son élimination. C'est bien entendu dans ce contexte-là que le réseau des organisations de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, ROPSI, a été identifié par PMI afin de pallier à cette insuffisance. Après donc la validation du plan d'action par PMI et USAID, un cadre de collaboration entre ROPSI et Population Service International PSI a été donc signé le 4 mars 2024 sur la période d'un an renouvelable et donc un projet qui devait durer 3 années. Diapo. Alors donc tout à l'heure je l'ai dit, le partenaire principal est donc PSI, partenaire principal d'appui technique au PNLP, qui assure la coordination, le suivi et l'évaluation du projet. Ensuite vient le ROPSI, qui est le sous-officiaire pour la composante donc de renforcement de la participation et du partenariat de la société civile. Et au niveau central, il y a le programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP. Il y a la DSC, la direction de la santé communautaire, les agences d'exécution de PMI et les autres partenaires qui sont UNICEF, CVQ, etc. Il y a au niveau opérationnel les équipes régionales de santé, les équipes cadres de district, les équipes RSS, c'est-à-dire responsables de santé, de supervision de la santé, et les équipes régionales et départementales de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRCT, et les points focaux qui sont les rois et chefs traditionnels des villages cibles du projet. Diapo. Alors, donc, parlant donc de ce projet, il y a les activités qui sont prévues. Donc, en 1, sous-activité, organisation d'une rencontre de plaidoyer auprès du corps préfectoral, des directions régionales de la santé, des districts de santé et des collectivités territoriales pour leur présenter le projet en vue de leur implication. Sous-activité 2, il y a l'organisation d'une rencontre avec les représentations régionales, départementales, sous-préfectorales pour leur présenter le projet
et lancer l'identification des points focaux de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, CNRCT. Sous-activité 3, identification des acteurs communautaires du niveau opérationnel dans les régions du Gontougou et de l'Indénué Duablin. Sous-activité 4, organisation d'un atelier d'adaptation des outils de communication et de collecte des données, des activités. Diapo. Sous-activité 5, renforcement des capacités des délégués régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et des points focaux sur les notions de base du paludisme et les outils de communication et de collecte des données. Sous-activité 6, reproduction des outils de communication et de collecte des données. Sous-activité 7, appui financier aux acteurs communautaires ayant mené les activités communautaires de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme. Sous-activité 8, appui financier aux acteurs communautaires en vue d'interagir avec les ASC pour le déclenchement, la notification des alertes et la levée des ruptures des médicaments et intrants. Et puis, sous-activité 10, appui à la mobilisation communautaire pour la campagne de la chimioprévention saisonnière, CPS, au niveau des districts de Dikodougou et de Dabakala. Alors, de tout cela, ce projet que je viens de présenter, il y a les conséquences de cette rupture que nous dirons brutale. Et la conséquence donc de cet arrêt, les conséquences elles sont multiples. C'est d'abord la mise en berne des activités de sensibilisation communautaire, de lutte contre le paludisme menées par les rois et chefs traditionnels des villages dans le cadre de ce projet. Renforcement de la participation et du partenariat de la société civile pour la lutte contre le paludisme et son élimination dans les régions du Gontougou et de l'Indénué Duablin portant sur les thématiques suivantes. Sensibilisation sur l'utilisation de la MILDA, sensibilisation sur l'assainissement du cadre de vie, sensibilisation sur la CPN-TPI et sensibilisation sur la consultation des centres de santé en cas de maladie des enfants. Alors, il y a également la conséquence qui est la perte de la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'on a formé 175 acteurs communautaires de la CNRCT qui sont formés et à Gontougou et dans l'Indénué Duablin sur les notions tout à l'heure que je viens de décrire, les notions de base sur le paludisme et les moyens de lutte contre la maladie, les causeries éducatives de groupe dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les visites à domicile dans le cadre donc de la lutte contre le paludisme. Prochaine diapo. Et donc, comme conséquence, il y a également la perte des acquis en matière de changement social et comportemental, les gestes de lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Ces gestes sont entre autres l'assainissement du cadre de vie, l'utilisation appropriée des MILDA, la consultation prénatale et la fréquentation des centres de santé avec les enfants en cas de fièvre. Il y a, in fine, comme conséquence l'aggravation du taux d'incidence palustre dans ces deux régions cibles du projet et donc dans l'ensemble des zones avec l'appui du financement USAID et PMI qui sont les zones sud-est, les zones sud, les zones nord de la Côte d'Ivoire. Il faut ajouter à cela, et donc comme conséquence, la main-d'œuvre même au niveau du ROSI, qui est donc le réseau du contre le paludisme, qui emploie au total 6 personnels au niveau central et qui donc aujourd'hui souffre donc de cet arrêt-là et donc qui est en
chômage technique depuis donc le 24 janvier 2025. Voici donc présenté et le projet Sobdiokwadjo Rovsi et les conséquences qui découlent de cet arrêt de financement de l'État américain. Je vous remercie. Stratégie, est-ce fini la stratégie? Maintenant, il y a, en fin de compte, les stratégies qui sont adoptées depuis donc cet arrêt. Organisation de plusieurs réunions de concertation de la société civile. Il y a eu l'élaboration d'une note technique qui a été adressée avec un courrier au président de la République en sa qualité de président du CNSS. Il y a eu une conférence de presse avec une quinzaine de journalistes, le passage dans les médias pour des actions de plaidoyer en faveur de la prise en compte des activités communautaires par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y a eu la transmission des différentes contributions au niveau communautaire, au PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, pour la prise en compte de ces contributions relativement au plan de contingence qui a été mis en place, qui est en vue au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, donc, voici un peu ce que nous voulons vous présenter et donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Kelly, pour cette brillante présentation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir écouté, nous détailler tout à tout l'impact du gel de financement au sein de la plateforme, précisément dans le projet Stop Djekoijo. Stop Djekoijo. Vraiment, c'est vraiment... Jakwadjo. Stop Djekoijo. Jakwadjo, Stop Jakwadjo. Jakwadjo, ok. C'est vraiment triste, et ça nous rappelle toujours à quel point ce gel de financement a vraiment eu des répercussions significatives dans la lutte contre le paludisme, surtout concernant les différents domaines sur lesquels nous intervenons au quotidien. Donc, déjà, la présentation, j'ai pu constater que en dehors de tout cela, il y a également eu un taux de chômage qui s'est accentué au sein de la Côte d'Ivoire, avec près de 175 agents de santé communautaire, acteurs communautaires de deux régions qui ont dû perdre leur travail suite à ce gel de financement. Donc, ça n'a pas juste eu des répercussions dans le domaine de la lutte contre le paludisme, également dans le domaine économique, parce que toutes ces personnes qui ont perdu leur travail, vraiment avec certainement des familles à nourrir et bien d'autres choses. Donc, nous vous remercions encore une fois de plus pour cette présentation. Donc, je profite également pour demander à tous les participants de poser leurs questions dans la section Q&A, et nous avons des panélistes qui vont se charger de répondre à toutes ces questions. Donc, sans plus tarder, nous allons déjà passer à la première phase des discussions et échanges pour vous donner l'occasion de pouvoir échanger avec les différents panélistes qui sont déjà passés et pourquoi pas ceux qui vont aussi passer même tout à l'heure par rapport à cet impact-là du gel de financement dans les actions de lutte contre le paludisme. Donc, c'est ouvert, on va donner la parole à toutes les personnes qui voudront prendre la parole, soit pour poser des questions, soit également pour partager en quelques minutes leur témoignage ou leur expérience due à ce gel de financement de 3 mois, de 90 jours dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Donc, mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est particulièrement le paludisme. Donc, si quelqu'un a une préoccupation, une question, un partage d'expérience, vous pouvez lever juste la main et poser votre question.
Sorel, Oui, je suis vraiment allô? Oui, Monsieur Joseph Watteau, nous avons du mal à t'entendre. Nous ne t'écoutons pas très bien. obligation parce que je suis il n'y a pas d'électricité en ce moment. Donc, peut-être on pouvait faire ça avant les questions-réponses. Pardon, je ne t'entendais pas bien. Le réseau n'était pas très bon. Je dis peut-être on aurait pu passer d'abord à ma présentation avant les questions-réponses parce que mes appareils ne sont pas alimentés. Je n'ai pas assez de charge. Je n'ai pas assez de Ok. batterie. D'accord, Monsieur Watteau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, que des personnes qui ont des questions, s'il vous plaît, nous vous prions déjà de mentionner vos questions dans le chat, dans la section Q&R, et les différents panélistes vont se charger de répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, en attendant, dû aux contraintes, nous allons passer directement la parole à Monsieur Joseph Watteau, qui va nous honorer également par sa présentation. Oui, Monsieur Joseph Watteau, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, là, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Okay. Thank you so much. Thank you. Mais, Monsieur Joseph, je pense qu'avant avant ta présentation, quand même, il faut que je te présente un peu. Si tu le permets, en juste une minute. Tu as quand même fait l'honneur d'être avec nous ce jour. Donc, je vais quand même préciser que Monsieur Watteau Joseph est le directeur exécutif de l'association APDSP. Donc, c'est également le représentant de la société civile au sein du partenariat RBM2N Malaria. Donc, il est également le président national de la coalition des OSC pour le financement de la santé et la CSU au Cameroun. Donc, il est vraiment également, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le directeur exécutif de l'association PENACER. Donc, nous avons vraiment l'honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui afin qu'il partage l'expérience qu'il a vécue au sein de PENACER suite à l'arrêt brusque des financements américains, suite à un projet qui était financé au sein de cette organisation. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Joseph Watteau pour qu'il nous partage son expérience suite à l'arrêt brusque du financement du projet CEM2. À toi la parole, Joseph. Merci beaucoup. Merci, Sorel. Merci. Thank you, everybody. Thank you for giving me the floor. I want to present the situation of malaria in Cameroon and the project that we were implementing with the PMI funding and what has happened. And maybe what we are planning for as a next step. Concerning the context, let's say malaria, as we know, is the leading cause of mortality in Cameroon. We already know that because more than 30% of deaths are from malaria. And we register, it is not 4 million, but it has decreased in 2024. It has because now we are 2 million cases annually. And 67%. Malaria represents 67% of pediatric consultations and 40% of hospitalizations. And we also already know that children under 5 are the most vulnerable, and they represent 70% of all deaths. And after that, we have pregnant women and people living in rural areas. And we also know that we have some other factors that affect the malaria. It is like tropical climate, limited access to mosquito net and treatment, insecticide resistance,
These are the key that are for the context of malaria in Cameroon. So I will just go fast because there is not enough time, and present to you the project that we called SEMBE 2. We have with Cameroon, PMI had a project only with Cameroon called SEMBE. So we had a SEMBE 1 and SEMBE 2. SEMBE 1 was implemented in the far north of Cameroon, and SEMBE 2 was implemented in the north of Cameroon. SEMBE in Fulfulde language in Cameroon, it means strength. Sembe means strength, but what we have here as Sembe was the system to end the malaria burden through meaningful engagement too, because it is a Sembe 2. Sembe 1, as I said, was in far north, and 2 in north region. So the Sembe was made to create an enabling environment for equitable access to quality malaria prevention, treatment service for vulnerable population. We aim also to promote healthy behaviors for malaria and febrile diseases. And lastly, strengthen data-driven decision-making and resilient locally led health system. These are the main objectives that we were planning to carry on with SEMBE 2. We are really sad that it has stopped because the cases and the number of deaths of malaria in the north region were very high, and now that the project has stopped, we are maybe in contrary with other countries where they still waiting for the 90 days. With Cameroon, they have already sent the letter of cancellation. So they have already sent the letter of cancellation, so SEMBE will not exist anymore, and all has stopped. We are just waiting for element of the stop of work and the cancellation, because they said it is not part of the US priorities. The project is not part of the US priority. As I said, it was located in Cameroon, the far north region, and was implemented in central, within the central coordination and district level. It was a project made in a consortium, and the Prime, the leading organization that was carrying that was there, was Chipago, and followed by Penacet, Reach Out, and CREAT, which is a research institution. CREAT is a research institution. The expected outcome was having a high quality malaria service delivered by public, private sectors, and at facility and community level. We wanted to strengthen local CSOs to lead effective malaria control and social behavior change activities. Improved also use of quality data for malaria strategy development and intervention planning. As a consequences, we had immediate consequences that we consider at immediate risk. It is a shortage of medicine and mosquito net. The shortage of medicine and mosquito net, because under SEMBE 2, we were planning to give medicine and mosquito net also under SEMBE 2. For sure, we will have a reduction. We have a reduction of prevention and awareness campaign, like SBC campaign, and also estimated 30% surge in cases, as National Malaria Control Program stated. In an economic
see cost, of course, and overburden in fragile health facilities, because now that the project has stopped, the number of cases will increase, and the health facilities will surely have a lot of people suffering from malaria coming to the health facility. As a strategist and measure adopt, we plan advocacy for increased state health budget concerning specifically malaria. We are planning partnership. We already have partnership with the Global Fund. It's through WHO and local NGOs. And we can say that with the community health worker, we were working with existing community health workers, and we were planning to increase the number of community health workers through the Sembetio project. But now that it has stopped, the community health workers that were already recruited and trained will now will not be into the project anymore. I mean, they will just go back home because the project has stopped. And a resource mobilization from the centralized territorial authority, because we think we can maybe advocate and discuss with mayors and so on to maybe have domestic resources through through our mayors and so on. And we have the training volunteers, community health workers for prevention. As a priorities, the next step, maybe for 2025-2026, we want to secure alternative funding. Let's say we are targeting private sectors also and diaspora, and also expand universal diagnostic and treatment coverage. For future initiative, we know that Zero Malaria campaign has already started since, but we want to implement it in the 10 priority district or region because we have 10 region in Cameroon, and integration of vector control into urban policies. Finally, we call as a call to action, we are planning to advocate for National Malaria Emergency Fund and also strengthen cross-border collaboration with countries like Chad, Gabon, Equatorial Guinea, and Nigeria, because we think if we have a proper collaboration with other countries that are cross-border with Cameroon, we can maybe put our hands together and move to that common direction that is the malaria elimination. In conclusion, malaria remains a major barrier to Cameroon's development. And despite PMI withdrawal, local solution and innovative partnership offer viable pathway. So the fight against malaria requires sustained and collective commitment where every actor matters. But in another way, we also think behind every difficulty lies an opportunity. And for us, the end of PMI funding is an opportunity for Cameroon, because I think government has to really observe their commitment. They committed to invest more than to invest at least 15% of the budget in the health sector. And if that was made, we couldn't have had this kind of situation. And this is the right time for us now to call on our government to really invest in health and other development sectors, so that the external funding would not come and stop what we have started, or we will not lie our health in the hands of external fundings or funders. Thank you so much.
Sorel? Oui, merci beaucoup, Monsieur Watto, pour votre présentation. Vous avez terminé vos propos par une pensée philosophique, je ne sais pas si j'avais dit une phrase philosophique qui dit que derrière chaque difficulté se trouve une opportunité et l'arrêt des interventions de PMI est une opportunité pour le Cameroun. Donc, je vais rester avec cette note sage qui pousse à réflexion, qui nous pousse tous à réflexion concernant ce sujet si pertinent. Et nous sommes vraiment ravis et nous vous remercions encore une fois de plus pour votre présentation. Donc, cette pensée, cette phrase philosophique nous met tous, nous égaye tous et nous pousse à réflexion. Quelles sont les stratégies, quels sont les avantages que nous pouvons tirer de cet arrêt de financement? C'est comme quoi il n'y a pas que des leçons négatives que nous pouvons tirer de ça, mais nous pouvons aussi tirer des leçons positives. Nous pouvons aussi profiter de cette situation pour revoir nos stratégies de lutte contre le paludisme au niveau national, au niveau local. Merci, M. Watto, encore une fois de plus. Maintenant, nous avons déjà eu l'intervention de 3 panélistes et malheureusement, nous n'aurons pas l'intervention de M. Joseph Adeboye qui a eu quelques soucis à son niveau et ne pourra pas faire partie ne pourra pas nous présenter son témoignage ce jour. Donc, nous allons directement passer à la phase des questions-réponses où nous allons donner l'opportunité à toutes les personnes qui veulent prendre la parole de pouvoir s'exprimer sur ce sujet ardent. Mais avant de passer la parole aux participants, nous allons d'abord lire les différentes questions qui ont été posées dans le chat aux différents panélistes. Donc, je vais commencer par la question de Madame Pauline Machin qui demandait au docteur Moutaga qui vient de présenter. Elle dit, je voulais demander au docteur Moutaga qui vient de présenter qui vient de dire que si rien ne change après 90 jours, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quelles sont les hypothèses à mettre en place? Donc, sa question est adressée au docteur Ndia concernant l'une de ses phases qui stipulait que, bon, elle veut savoir ce qui sera fait si rien n'est mis en place pour pouvoir pallier ce problème. Docteur Ndia, je ne sais pas si vous êtes encore avec. Allô? Oui, docteur Ndia, à vous la parole, s'il vous plaît. Si je comprends bien, la question, c'est de savoir au-delà des 90 jours, qu'est-ce qui est prévu? Effectivement. Non, sa question, c'est de savoir si rien ne change après les 90 jours. Bon. Qu'est-ce qui va concrètement se passer concernant la lutte contre le paludisme? Ce qui va se passer, c'est que il va falloir se retrousser les manches. Bon, la société civile sénégalaise est en train de s'organiser. Nous avons un comité de suivi dont nous sommes membres. Bon, nous sommes en train de nous organiser pour vraiment aller rencontrer les autorités pour leur faire part de nos inquiétudes par rapport à l'absence de visibilité de mesures urgentes à l'heure actuelle. Nous ne savons pas certainement qu'au sein du ministère, ils sont en train de mettre en place un programme de contingence, un plan de contingence pour pouvoir pallier. Parce que le stress, c'est surtout par rapport aux médicaments de prise en charge. Parce que c'est PMI qui a acheté les médicaments de prise en charge. Et si mes informations sont bonnes, apparemment, on est un peu stressé parce que le stock ne pourrait pas couvrir au-delà de 3 mois, 2 mois et demi maximum. Donc, il faut que l'État mette la main à la poche pour acheter des médicaments parce que nous sommes à 3 mois de l'hivernage, qui est la période de forte transmission du paludisme. Maintenant, au sein des organisations de la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train
appeler le branle-bas de combat pour nous réunir, pour aller voir les autorités et leur faire part de nos inquiétudes par rapport à cela et savoir quel est le plan de contingence qu'ils mettent en place. Bon, les organisations de la société civile, certaines vraiment bénéficient de très peu de financement pour la riposte au niveau communautaire. Avec le Fonds mondial, les choses ont changé. Il y a une organisation de la société civile qui coiffe le financement destiné aux activités à base communautaire, mais c'est très limité, c'est vraiment concentré au niveau des régions de forte transmission au sud. Et la banlieue de Dakar, dont j'ai parlé tout à l'heure, constitue une zone vulnérable où il n'y a pas d'intervention majeure. C'est pourquoi nous mettions en œuvre ce projet-là dans le cadre d'une subvention à l'innovation, dans le cadre d'un vaste programme de santé urbaine. Nous avions mis en exergue la lutte contre le paludisme parce que nous savons que c'est une zone vulnérable. Donc, au-delà des 90 jours, voilà, moi, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle, mais nous sommes en train de nous organiser pour que les autorités nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire en matière de prise en charge, mais également des activités de prévention et de promotion de la santé qui, malheureusement, ont jusqu'ici souffert de sous-financement. Donc, vraiment, c'est une situation assez stressante qu'il faut que vraiment le financement domestique doit être promu à tous les niveaux. Voilà si j'ai répondu à la question. Merci. D'accord, docteur. Je pense que vous avez répondu largement à sa préoccupation. Donc, vraiment, je retiens cet aspect de mobilisation des ressources domestiques qui est un aspect vraiment très important qui va vraiment nous aider à faire face à cette situation. Parce que c'est une alerte pour nous qui nous pousse déjà à pouvoir réfléchir sur nos différentes stratégies et comment est-ce qu'au niveau local, nous pouvons faire pour pouvoir assurer la continuité des soins et des services curatifs et préventifs de lutte contre le paludisme. Donc, nous, vraiment, la nécessité de la mobilisation des ressources domestiques. C'est par là, c'est l'une de nos portes de sortie pour pouvoir résoudre ce problème. Et parce que si nous n'avons pas de financement, nous ne pouvons pas mettre en œuvre la majorité de nos interventions. Sans financement, cela n'est vraiment pas possible. Et si les partenaires commencent à nous couper, nous couper les financements, c'est juste une façon de nous interpeller, à nous réveiller et à agir. Et Sorel, s'il vous plaît, s'il y a une autre question, je peux répondre avant de rentrer en salle parce que malheureusement, j'ai un conflit d'agenda. Je suis dans une cérémonie et je dois retourner en salle. Je pense que la prochaine question. Allô, je ne vous entends plus, moi. Allô, moi, je ne vous entends plus là. C'est à mon niveau ou bien c'est chez vous? Allô? Oui, là, oui, c'est revenu. Oui, je disais que la prochaine question qui a été adressée par Marcel Lama est pour M. Kei. Elle demandait est-ce que les démarches ont été faites pour compenser tant soit que l'arrêt du financement USAID et quelles ont été leurs expériences dans cette recherche. Un des présentateurs avait attiré l'attention sur la dépendance extrême de nos pays, sur les financements, comment les gouvernements dans vos pays réagissent à ça. Oui, docteur Ndia, je pense que vous pouvez répondre à la deuxième question parce que dans votre interview de décembre dernier, vous parlez justement de ce problème. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? Marcel Lama demande comment attirer l'attention de la dépendance extrême de nos pays sur les financements extérieurs. Donc, comment les gouvernements dans nos pays réagissent à ça? Moi, je pense que la seule manière de réagir à ça, c'est de consacrer une partie du budget national et d'essayer
de répondre même à cette invite que Abuja avait faite depuis l'année 2000, déjà demandant au gouvernement des pays africains de consacrer 15% de leur budget à la santé. Rares sont les pays qui l'ont atteint. Je pense que c'est le Botswana. Oui, mais donc il va falloir, le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier. Donc, normalement, les ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz devraient pouvoir être consacrées aux priorités, parmi lesquelles la santé n'est pas en reste. Voilà. OK? Oui, Sorel, Oui, Gisèle. est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, Parce oui. qu'il demande, voilà, par rapport à la dépendance. Effectivement, on a constaté que nous demandons trop de l'extérieur. Et je pense que si nos pays peut-être respectaient ce que le protocole d'Abuja, qu'ils ont dit, vont donner 15% du budget national à la santé, à la santé, je pense que ça va beaucoup nous aider. Mais présentement, avec le gel de l'aide américaine, comme l'a dit Joseph Watteau, c'est devenu une opportunité pour nous. C'est devenu une opportunité pour nous parce que oui, c'est une opportunité parce que maintenant, les gens se rendent compte qu'effectivement, c'est un problème qu'elle a. Donc, ils sont en train de prendre les dispositions. Chez nous, ils sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils vont régler ça, ils vont prendre le relais et tout ça. Pour le moment, des faits. Mais notre souci, c'est que est-ce que les activités communautaires seront prises en compte? Voilà où on a peut-être quelques inquiétudes. Voilà. Est-ce que nos activités communautaires seront prises en compte? De lutte contre le palu, comme Stop Diakwado qui a suspendu, et puis l'autre du VIH et tout ça. Donc, voilà à peu près ça. Et bon, nous, la société civile en Côte d'Ivoire est en train de faire, passer dans les médias pour interpeller, pour faire le plaidoyer. On espère que ça va porter. Voilà. Merci. Sorel, si vous permettez, je voulais renchérir. Si vous permettez, hein. Je peux aller? Oui, vas-y. Voilà, donc c'était pour renchérir, pour dire, en plus de ce que vient de dire Mme Gisèle, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a longtemps que la sonnette d'alarme concernant l'amélioration du budget affecté à la santé, le plaidoyer était vraiment en cours. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la rupture ou alors l'arrêt du financement américain, au-delà de ce que nous avons présenté tout à l'heure comme conséquence, il y a également que c'est une opportunité pour que la sonnette d'alarme en termes de plaidoyer pour la revue en hausse du budget qui est affecté à la santé soit faite par nos gouvernants. Et donc, je crois que cette occasion est une opportunité puisque aujourd'hui, nous savons par exemple que le programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, qui est notre partenaire privilégié au niveau de l'État, qui est notre interface, depuis cette rupture, donc, est en contact avec tout ce qui est à mandat de lutte au niveau communautaire et qui a demandé, par exemple, que l'on leur envoie nos contributions qui vont être pris en compte au niveau du plan de contingence qui est en vue. C'est déjà une bonne chose puisque quand on nous demande ce que nous on peut proposer en termes de contribution, et donc c'est dit que on ne peut pas nous demander une chose et puis quand on va mettre en pratique le plan de contingence, on ne va pas prendre en compte. Donc l'inquiétude que Takalev est en train de faire, je crois que c'est normal, mais je crois qu'il y a, comment dis-je, il y a que quand le programme national de lutte contre le paludisme nous interpelle pour qu'on apporte nos contributions pour le plan de contingence, c'est sûr qu'ils vont prendre cela en compte dans la pratique. Nous espérons bien. Et donc, voilà, c'est pour dire également que au niveau communautaire, nous ne cessons de mener ce plaidoyer-là. Et ce plaidoyer est encore en train d'être intensifié avec cette fourmi qui prévoit donc un plan même de ce que nous avons appelé
la task force qui va toujours porter haut tout ce qui est inquiétude au niveau de la lutte contre le paludisme et la TB au niveau communautaire pour que chaque fois, l'État puisse vraiment avoir une oreille attentive pour que tout ce qui est problème soit vraiment considéré dans les décisions qui sont prises. C'est ce que je voulais ajouter à ce qu'il vient de dire. OK. OK, merci beaucoup, Monsieur Keyi. Maintenant, nous allons passer la parole à Babacar. Babacar, tiens, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous avez la main levée depuis tout à l'heure. Vous avez la parole. Ben, Sorel, peut-être en attendant Babacar, s'il arrive, je peux prendre la parole. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, allô? Oui, Ok. bonjour. C'est maintenant, allô, Wato, bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, vas-y, Babacar. Allô, allô. C'est pas Babacar, cette fois-ci, c'est Boubacar. Oui, Ok. Monsieur Boubacar, c'est là. Non, c'est Babacar du Sénégal d'abord. Boubacar du Guinée doit attendre. Ah, mais bon, mon Bon, bas, écoutez. mon oncle va me laisser la piste. Ok, Écoutez, les amis. ok, alors je c'est ferme pour le d'abord. micro. Ok, juste d'abord une petite. Je vais taquiner un peu Sorel et son équipe. Vous savez, j'aurais souhaité que vous accordiez plus de temps pour ce type de débat. Honnêtement, c'est parce que vraiment l'enjeu est de taille au point que on ne devrait pas restreindre ça à un timing très limité. Il est vrai que nous sommes tous débordés, on a beaucoup de choses, mais un sujet d'une telle dimension, on devrait vraiment accorder assez de temps pour permettre à beaucoup de gens vraiment de fournir leur contribution. Ça, c'est vraiment une petite parenthèse. Ceci étant, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, vraiment les données factuelles recensées de pays en pays. Je voulais à présent remercier les panélistes pour avoir partagé vraiment leur expérience et surtout vraiment les résultats relevant des préoccupations au niveau des pays. Concrètement, pour le cas du Sénégal, je crois, Dr Mountaga l'a souligné, depuis un moment, on est en train de s'organiser autour donc, du CSVA, donc Comité de suivi de veille d'alerte pour le financement de la santé, pour avoir une démarche harmonisée. Parce que pour nous, il ne sert à rien que chaque entité sorte comme ça pour aller vers l'État, ainsi de suite. Donc voilà, il faut essayer de voir comment, entre nous, on peut discuter, se concerter et aller donc vraiment dans une démarche harmonisée vers l'État pour lui poser de façon globale l'ensemble des préoccupations. Parce qu'il se trouve qu'au-delà de la rupture donc, des services, il y a également le facteur emploi. Il y a le facteur pauvreté. Ça va être accentué. Il y a le facteur dépenses, l'augmentation des dépenses, mais il y a aussi l'enjeu de mobilisation des ressources. Comment tout cela, on devrait compresser ça tout dans une seule enveloppe, une seule doléance et porter ça. Mais ça nécessite une préparation. OK? Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce que je recommande, au-delà de cette activité-là, que SARS-CoV puisse aider des pays à pouvoir vraiment renforcer la coordination au niveau de leur pays pour développer le plaidoyer. Parce que si on va même faire le plaidoyer, il faut des ressources. Très peu d'organisations aujourd'hui ont des ressources. Même pour organiser des rencontres en présentiel, ça pose problème. Parce que rien n'a été programmé, rien n'a été planifié. Donc voilà. Vraiment, c'est pour me limiter sur ces éléments essentiels et laisser la parole aux autres. C'est pour dire que cette réunion, elle est très importante. Si on avait assez de temps, on allait vraiment dans les détails et en profondeur, et pays par pays, et pour aussi échanger des expériences et arriver à structurer vraiment une feuille de route qui nous permettrait d'avoir une démarche harmonisée au niveau international, au niveau régional, mais surtout au niveau pays, pour que chaque pays puisse vraiment, selon ses réalités, essayer de faire un travail le mieux, parce qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent. Merci, les gars. Merci, Boubacar. Asila, je donne la parole à mon... Oui, M. Boubacar, vous avez la parole. Oui, parce que le temps presse aussi, quoi. Donc, merci à tout le monde.
Et comme a dit Babacar, je ne reviens pas sur tous ces points. Et il va falloir qu'on organise une autre réunion sur ce thème-là. Et nous, le close-out a commencé déjà. Mon ONG, par exemple, avait 3 districts sanitaires. J'ai 24 agents qui sont partis au chômage. Ça, c'est automatique. Aujourd'hui, au moins, nous, on a la chance qu'on nous rétrocède déjà. Ils sont sur la rétrocession même. Ceux qui attendent 3 mois là, ça, c'est fini hein, pour PMI. C'est fini. Nous, PMI a fermé. Ils ont notifié à toutes les ONG partenaires que c'est fini. Donc, ils ont même fait les répartitions des équipements. Je me demande qu'est-ce qu'on attend maintenant. Donc, tantôt on disait ici, il fallait qu'on soutienne les organisations nationales. Aujourd'hui, on a tellement appuyé ces ONG internationales qui vont fermer maintenant. Maintenant, quel avenir? Voilà, c'est pourquoi on s'interroge et on se lamente aujourd'hui. On va toujours continuer à faire des plaidoyers pour mobiliser les ressources pour des PR internationaux. L'autre jour, je l'ai dit et je le répète, tant qu'on ne donne pas la force à la société civile africaine, à la société civile locale, ça c'est que notre santé sera toujours tributaire d'échecs. Voilà, Donald Trump, avec un seul décret, il a mis en ballottage le système de santé. Donc, on n'avait pas un système de santé fiable dans notre pays. Donc, commençons à s'interroger quel avenir pour nos santé. Mais il ne faut plus attendre les 4 ans là, PMI. Parce que Donald Trump, je ne crois plus. Bon, les gens disent que le Congrès, mais c'est fini. C'est lui qui va exécuter la décision du Congrès. Et voilà, nous, PMI, ils ont notifié à tout le monde. Avant-hier, il y a eu tous les membres du consortium PMI et RTI, c'est-à-dire Recherche Triangle International, qui est le récipiendaire principal. Eh bien, toutes les ONG du membre du consortium sont partis à la retraite. C'est fini. Et nous, ONG locales qui exécutaient les activités sur le terrain, on nous a notifié fin de contrat. Donc aujourd'hui, il y a la répartition même des équipements qui sont en cours dans les différentes préfectures de notre pays. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Donc, les réflexions doivent aller au-delà de cela et commençons l'interpellation. Le plaidoyer ne sert plus à rien. On a fait le plaidoyer là, combien d'années, Cizel, Babacar et tout. Ça aboutit à quoi? Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on cherche maintenant d'autres stratégies pour pouvoir amener nos gouvernants à prendre leurs responsabilités et le destin de la santé de nos différents pays. Je vous remercie. Bien, merci Babacar et Boubacar, les caca. De toute façon, Merci. moi je voudrais plutôt aussi ajouter que c'est vrai, nous sommes à l'ère des ODD, des objectifs de développement durable, où on parle de partenariat. Et c'est ce partenariat-là qui nous permet d'avancer. Et du coup, on doit travailler ensemble en partenariat pour résoudre les problèmes mondiaux. Et dans ce cadre-là, les appuis des partenaires est important. Mais le partenariat dont on parle ne devrait pas être une occasion d'assévissement des populations ou bien des États. Ça veut dire quelque part que je suis même d'accord avec ce qui se passe et c'est pour ça que j'ai dit derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Nous avons déjà beaucoup bataillé depuis les années 2000 jusqu'à ce jour sur les aspects plaidoyer. Non, accepte augmenter 15% dans la santé. Les autres demandent aussi 15%, l'éducation demande peut-être 10%, ainsi de suite et tout ça. C'est la répartition des ressources. Cela signifie que si ils se sont engagés à investir au moins 15% du budget dans la santé, ça veut dire ça devait être en fonction des ressources disponibles. Et maintenant, les ressources, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savaient que les ressources sont disponibles et ce qu'ils avaient dans la poche. Je ne peux pas m'engager à acheter un véhicule à ma femme si je ne sais pas que j'ai les moyens qu'il faut dans mes poches. Sinon, je ne lui promettrai pas de lui acheter une voiture. Si je lui promets de lui acheter une voiture, cela signifie que j'ai au moins dans mes poches quelque chose qui peut me permettre d'acheter
le véhicule. Par conséquent, l'État, en s'engageant à 15%, savait qu'il a quand même dans ce basket, il a quand même dans ses caisses les ressources qui pouvaient permettre qu'il défalque 15% pour allouer à la santé. Mais sauf que cet engagement n'est pas respecté. C'est la même chose comme si je promettais à ma femme le véhicule et que 2 ans, 3 ans, 10 ans, je ne lui donne pas, ça devient un problème. Et là, ça peut créer vraiment une rupture même dans le mariage. C'est pour dire encore que j'en appelle avec ça, c'est pour dire que nous devons devenir comme ma femme, peut-être que j'ai à la maison, pour dire que si tu m'as promis le véhicule depuis 10 ans, tu n'as pas donné. Je passe quelque part, ce n'est pas la rébellion, mais plutôt à un activisme renforcé. Ça veut dire que nous, société civile, nous devons passer à un activisme, à l'étape d'un activisme renforcé. Ce ne sera plus forcément plaidoyer pour le plaidoyer, mais il faut que nous agissons parce que notre santé est en danger, parce que notre population est en danger, nous risquerons aller de mal en pis. Et maintenant, nous devons vraiment hold accountable. Nous devons saisir les gouvernements par la queue ou bien par la tête, je ne sais pas, ou pas, je ne sais pas comment, mais il faut qu'on saisisse forcément nos gouvernements pour que leur engagement soit respecté et pour que afin qu'ils mènent des actions concrètes avec ce que le gouvernement américain a fait, c'est une opportunité pour nous de nous propulser, c'est une opportunité pour la société civile parce que hier, ce n'est pas aujourd'hui que nous leur avons chanté ça, que notre santé ne devrait pas ne devait pas dépendre des Américains. Il est inadmissible que le contribuable américain cotise, il contribue, il paye ses impôts aux États-Unis et on porte pour venir soigner les populations en Afrique. Ce n'est pas normal, alors que nous avons un gouvernement. Je dis encore que ça, ce sont des besoins de base. Ce sont les besoins de base. La santé, l'éducation, ce sont des besoins de base. Et il est inadmissible que c'est le contribuable américain, européen et tout ça qui viennent prendre en charge ces besoins de base. Nous pouvons avoir des besoins, des problèmes peut-être de sécurité, de guerre. Nous n'avons pas le matériel adéquat. Là, nous pouvons demander l'aide américaine, européenne et autres. Là, ça se comprend. Mais les besoins de base, qu'est-ce que nos gouvernements font? Et c'est pour ça que nous devons activer notre activisme pour dire et se lever et dire stop. Maintenant, il n'est plus admissible que les moustiquaires soient achetés par les partenaires, que la campagne de CPS, que la CPS soit faite par les Américains et les autres, que les autres interventions soient faites par le système de couverture santé universelle. Même jusqu'à présent, c'est soumis encore au financement extérieur. Et c'est inadmissible. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Et c'est une opportunité pour vraiment nous lever en ce moment et dire nous sommes inquiets, puisque si les Américains ont commencé, les Européens peuvent continuer. Il y a les Anglais qui risquent aussi de couper. Il y a l'Allemagne qui risque aussi de couper avec la tendance électorale qui se passe là-bas. Si la personne qui vient après avec cette tendance où elle est pro-Trump, il risque aussi d'avoir ces mêmes coupures, ainsi de suite. Donc, il y a une nécessité importante de vraiment s'engager et de se lever. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Watteau. Attendez, une recommandation d'une seconde. Moi, je vais suggérer à toutes les ONG ici présentes là de se positionner pour pouvoir au moins récupérer les équipements auprès des organisations internationales qui vont fermer. Nous, quand même, le cas en Guinée, et PMI, RTI est en train de répartir les équipements au niveau des districts sanitaires et aux ONG locales. Donc, positionnons-nous parce que ça ne va pas, ça ne va pas continuer. Donc, en tout cas, PMI ne va pas continuer. Partout, il y a PMI. Demandez déjà au récipiendaire principal que les organisations qui étaient là puissent avoir ces véhicules, puissent avoir ces équipements-là pour pouvoir continuer au moins certaines activités locales.
Merci beaucoup pour cette information, Monsieur Boubacar Silla. Nous avons bien noté nous l'avons bien noté et nous en prenons compte. Donc, merci encore une fois de plus à tout le monde. Je vois que nous avons encore deux mains levées. Il y a le docteur Jean-Claude Rakotomalala qui a la main levée et Monsieur Agadjas de l'association Guénaco. Donc, je vais donner la parole rapidement au docteur Jean-Claude pour qu'il puisse nous partager son expérience en 1 maxi 2 minutes parce que nous avons déjà dépassé le timing de notre webinaire de 8 minutes. Docteur Jean-Claude, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allô, docteur Jean-Claude? Peut-être les vagues des îles n'ont pas accepté. Voilà, c'est activé. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir donné la parole. Vous m'entendez? Oui, docteur, docteur Ok. Jean-Claude. Oui, c'est juste pour partage. Donc, pour Madagascar, c'est tous les projets financés par l'USAID ont été stoppés. Et on ne sait pas si ça va reprendre après 90 jours ou non, mais c'est stoppé. Sur le cas du paludisme, ça a vraiment impacté au niveau du pays. Il y a déjà le PNLP qui avait sonné l'alarme lors d'une réunion du RPM et annonçant qu'on a juste un stock de 2 à 3 mois pour les médicaments contre le paludisme pour le pays. Et c'est vraiment très alarmant et on ne sait pas encore. Et la semaine prochaine, donc, il y aura une réunion du CCM pour discuter de ces problèmes-là. Et lundi prochain, il y aura une réunion des OSC intervenant dans le domaine du paludisme pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, des stratégies donc, pour résoudre, pour essayer de remédier à ce problème, pour faire des actions de plaidoyer. C'est ça l'importance de notre réunion d'aujourd'hui parce que ça nous a permis d'avoir des idées donc, à être apportées pour cette. Allô, docteur Jean-Claude, nous vous avons perdu. Allô? Il est dans les îles. Réunion de. Allô? Oui, Juste docteur à titre d'information, donc, à partir du mois de août de l'année dernière jusqu'au mois de janvier, il y avait la campagne de distribution de masques de moustiquaires à Madagascar et 18 OSC ont contribué donc à la réalisation de cette campagne parce que la question logistique de la campagne a été attribuée aux organisations de la société civile. Et parmi ces 18 OSC, tous sont membres du réseau OSC Zéro Palu que nous avons mis en place grâce à l'appui du CS4B. À peu près 14 millions de moustiquaires ont été distribués pour 6 millions 100 et quelques de ménages. Et c'était bien fait comme contribution des ONC, c'est financement Fonds mondial et PMI. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude, pour votre partage d'expérience. Docteur Jean-Claude, depuis Madagascar. Donc, étant donné les contraintes de timing, nous sommes vraiment désolés, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Donc, mais nous avons quand même fait l'effort de pouvoir répondre à toutes les préoccupations qui ont été soulevées dans le chat parce que nous devions terminer le webinaire à 12h30. Là, nous avons déjà grignoté 12 minutes de temps additionnel. Et au vu des contraintes d'agenda et de tout ce qui va avec, nous allons arrêter notre webinaire aujourd'hui. Et avant de terminer le webinaire, je vais quand même prendre une minute pour remercier tous nos panélistes qui ont pris de leur temps, malgré leur calendrier hyper chargé,
pour venir vraiment nous étayer sur cette situation actuelle, sur cette situation factuelle vraiment qui est en train de vouloir théoriser ou bien mettre vraiment à mal les différentes interventions de lutte contre le paludisme qui sont menées depuis des décennies. Donc, nous sommes vraiment contents, nous sommes ravis et nous vous remercions d'avoir vraiment pris de votre temps pour pouvoir venir partager votre expérience lors de ce webinaire de partage d'expérience avec les organisations de la société civile. Et je ne peux également terminer sans remercier les différents participants qui ont également pris de leur temps pour venir également écouter ce partage d'expérience et également contribuer à leur niveau à la bonne tenue de ce webinaire. Donc, nous sommes convaincus que si vous vous êtes connectés, si vous avez participé à ce webinaire, c'est parce que vous avez vu votre intérêt et vous connaissez également les différents challenges que nous avons actuellement face à cette situation. Donc, je vous remercie et nous ne pouvons pas terminer le webinaire sans ouvrir nos caméras pour la photo de famille.